La presbyacousie, vous ne savez pas ce que c'est et pourtant ça concerne 7 millions de Français. On en parle tout de suite avec mes invités. Alors la presbyacousie, effectivement, ça concerne 7 millions de Français. On en parle tout de suite avec mes invités, le docteur Philippe Lafosse, vous êtes ORL, et Jens Koffed, vous travaillez chez Oticon. Alors la presbyacousie, qu'est-ce que c'est, docteur Lafosse ? La communication des êtres vivants, c'est quelque chose de très important, que ce soit bien entendu les humains, mais même les animaux. Par exemple, les dauphins on communique à des kilomètres et des kilomètres. Il faut bien savoir que l'oreille est en rapport avec le cerveau, donc il y a toujours un rapport entre l'audition elle-même et la cognitivité, c'est-à-dire tous les aspects du cerveau, de mémoire, etc., qui se dégradent en même temps que l'audition. La presbyacousie, c'est quelque chose de physiologique, c'est normal, on entend moins bien, on court moins vite, on a des cheveux blancs, vous voyez un petit peu l'exemple, et on perd de l'audition. Pour la vision, on perd la vision de près. C'est comme la presbytie avec le... exactement. Hein, c'est ça. C'est exactement la même chose. Quand on a 50 ans, on commence à lire comme ça. Exactement. Et la presbyacousie... Eh ben, on entend moins bien les sons aigus. C'est surtout sur les sons aigus que ça se reporte. Et donc ça veut dire que, par exemple, dans une conversation... où il y a du brouhaha, on distingue moins bien les sons, c'est ça? Alors, la presbyacousie, surtout, c'est à partir du moment où il y a un petit peu de bruit autour, on a tendance à être complètement paumé, parce que on n'arrive plus à faire la différence entre la personne qui vous parle et les gens et le bruit d'entourage. C'est un des signes principaux de la presbyacousie. Ok, donc on comprend plus exactement et on s'isole. On va y revenir après. Je vois que vous avez une oreille, la maquette d'une oreille à côté de vous. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne la presbyacousie avec cette oreille. Le son, il arrive ici, ce sont des vibrations. Il passe d'abord par ce qu'on appelle l'oreille externe. Vous voyez, c'est cette espèce de tuyau, il y a le pavillon de l'oreille, il y a l'oreille externe. Quand on a un bouchon de cère humaine, c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire que sa bouche, c'est comme un tuyau qui est bouché. Un bouchon de cère humaine, c'est de la cire. Hein. C'est de la cire. C'est voilà. Normal d'avoir de la cire, mais normalement, elle doit sortir naturellement, mais des fois, elle s'accumule et ça fait un bouchon de cère. Donc ça, c'est pas grave, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Et l'audition revient immédiatement. Et immédiatement, c'est la plus belle intervention d'ORL, parce que les gens arrivent, ils sont sourds, ils sortent avec le sourire, ils entendent, des fois pas toujours avec le sourire, parce qu'ils vont entendre de nouveau, ce qui n'est pas toujours agréable. Ensuite, il y a l'oreille moyenne, ce qu'on appelle l'oreille moyenne, avec le tympan, ici, et puis les osselets qui sont ici derrière, et puis ensuite, l'oreille moyenne va transmettre les sons à l'oreille interne, qui va les transformer en un flux nerveux qui vont aller vers le cerveau. Et la presbyacousie, donc, c'est... La presbyacousie, c'est au niveau de l'oreille interne. C'est-à-dire que c'est dans cette oreille interne qui ressemble un petit peu à un escargot, je ne sais pas si on voit bien à la télévision, il y a des sons qui vont partir. Et il y a des parties de cette oreille interne qui... on n'explique pas tout à fait, mais ça peut être pour des problèmes vasculaires ou autres, qui vont pas arriver à bien envoyer les informations au niveau du cerveau. Donc, dans la presbyacousie, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la stimulation qui vient de l'oreille, mais également, au niveau du cerveau, la façon d'enregistrer et de comprendre ce message qui vient de l'oreille interne. Donc, c'est la presbyacousie. C'est à la fois mécanique et c'est la manière dont le cerveau interprète aussi les signaux. C'est les deux, non ? C'est pas vraiment mécanique, c'est les envois. C'est plutôt électrique, disons que c'est les influx nerveux. Ok. Ça touche qui? Ça touche les gens à partir de quel âge finalement? La presbyacousie, à partir de... C'est comme pour la presbytie. Un bébé, il voit bien à 10 cm. À 20 ans, on voit bien à 30 cm. À 60 ans, on voit bien à 50 cm. Et à 70 ans, on voit bien au bout des bras. Et la presbyacousie, c'est pareil. Avec l'âge, il y a progressivement une baisse de l'audition. Donc, si on veut... vous avez une courbe, hein, je crois. Oui, j'ai une courbe. Voilà. La courbe, c'est la prévalence de la perte d'audition. Vous voyez que c'est à partir de 60-65 ans qu'on commence à avoir une baisse de l'audition. Ce qu'il faut savoir, c'est que la baisse de l'audition, au début, on ne s'en rend pas compte, mais même chez quelqu'un de 60-65 ans, par exemple, quelqu'un qui a une grosse activité professionnelle, il commence déjà à être gêné. Ouais. Et c'est un petit peu c'est pour ça que Bill Clinton portait des appareils auditifs à 50 ans, alors que Jacques Chirac refusait de les porter parce que la presse se fichait de lui. Oui, parce que chez nous, en fait, ça
va à l'encontre de beaucoup de choses, notamment le culte de la performance, du jeunisme, et la presbyacousie est portée à un appareil auditif. C'est le premier signe en fait de cette perte de baisse de performance. Alors ça touche qui? Ça touche d'une manière égale les hommes et les femmes? Oui. Oui. Égalité parfaite. Est-ce qu'il y a j'allais dire, des facteurs aggravants? Le tabac, l'alcool, l'hypertension, l'hygiène de vie, toutes ces choses-là. Il y a une perte qui est physiologique, qui est normale, mais à laquelle peut s'ajouter une autre perte. Si quelqu'un, par exemple, a beaucoup travaillé dans le bruit, en plus de sa presbyacousie, il aura une perte à cause du bruit. Si quelqu'un a des otites chroniques, a eu des otites dans l'enfance, ou a eu des traumatismes, il aura en plus, les deux vont s'additionner. Donc les premiers signes, on en a parlé, hein, on est en réunion, on est au restaurant, on a du mal à comprendre ce que les autres syndrome. Disent, et on fait souvent répéter. C'est le cocktail syndrome. C'est les gens qui commencent un petit peu à s'isoler dès qu'il y a un petit peu de bruit. Je crois que le cocktail syndrome, c'était quand on buvait un peu trop. Il y a les deux. Il y a les deux. Donc c'est quand on fait souvent répéter. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait comme examen? Déjà, il faut savoir que ce cocktail syndrome, il va entraîner plusieurs choses. Il va entraîner une espèce de fatigue. Le troisième acte du théâtre, on ne suit plus. Il peut entraîner également une espèce d'agressivité. On va être gêné à la télévision et tout ça. C'est un petit peu comme ça qu'on voit. Il y a madame qui dit attends, baisse la télévision, et vous qui dites moi je veux augmenter la télévision. D'accord. Alors à ce moment-là, il faudra faire un bilan. C'est ce que vous me demandez. Donc on va chez son ORL. Oui, alors déjà, on peut faire déjà des espèces d'auto-bilan. Il y a un test qui est très simple, qui s'appelle le test. On va vous. Ça c'est sur ordinateur, hein, c'est ça? Non, c'est sur l'ordinateur. Et aussi sur téléphone. Et sur téléphone. Alors ça, c'est un test où on envoie un son. Les sons, ce sont des lettres des chiffres, pardon, qu'il faut répéter. Des triplets de chiffres qu'il faut répéter. Et on les laisse toujours à la même intensité, mais par contre, on augmente le bruit extérieur. Et on peut voir comme ça, à partir de quel moment les gens, on peut se rendre compte soi-même à partir de quel moment on commence à moins bien entendre. On a une adresse internet ou une information à donner pour que... Monsieur Hens. Oui, c'est le www.hein-test.fr. On le répète. www.hein-test.fr. Donc là, on fait ce petit test et on a déjà une première approche. C'est vrai. Bon, ensuite, il y a également chez les audioprothésistes qui très souvent proposent de faire un petit bilan, mais ce petit bilan, il faut savoir que c'est uniquement si on est presbyacousique. Si on a un bouchon de cire, ils ne le font pas. Et puis surtout, c'est chez l'otorino où on va faire un audiogramme. Alors qu'est-ce que c'est un audiogramme? Alors un audiogramme, comment ça se passe? C'est ça, un audiogramme. On est dans une cabine. On se met dans une cabine ou dans un coin, dans une cabine, et puis on met un casque sur la tête et on va vous faire entendre des signes. Là, je vous montre un exemple d'audiogramme. Là, vous avez l'oreille droite, l'oreille gauche. Quand on va de là à là, on va des sons graves aux sons aigus, et plus on descend, plus il y a une perte d'audition. Et d'après cet audiogramme, on va décider qu'il y a un certain degré de perte de l'audition, et à ce moment-là, on verra qu'on a une presbyacousie. Et donc après, les remèdes, c'est comment remédier à cette presbyacousie? On a des petits appareils. Alors là, il y en a vraiment un qui est minuscule que j'ai dans la main. Hein, ces petits appareils, quand on les met dans l'oreille, ils sont absolument, totalement invisibles. Okay. Et puis on en a un petit peu plus gros, mais enfin à peine. Hein. Donc il y a toute une gamme d'appareils comme ça qui vont servir à équiper les gens. Alors parlez-nous un petit peu de ces appareils. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? Qu'est-ce qui fait qu'ils apportent un réel plus? Alors les nouveautés, c'est surtout que nous arrivons à apporter une meilleure audition dans le bruit. Il faut savoir qu'on a toujours apporté une meilleure audition pour les sons faibles, dans le calme. C'est par exemple la sonnerie à la porte ou le téléphone qui sonne, le conjoint qui vous appelle d'une autre pièce, etc. Ça, on a toujours bien fait. En revanche, le bruit, c'est beaucoup plus compliqué parce que le bruit consiste souvent de voix. C'est le brouhaha autour dans un restaurant, à une fête de famille. Donc c'est très difficile. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que ces micros-là, ils sont capables en fait de trier les bruits. C'est pas simplement un amplificateur. Non. Hein. Si je fais le parallèle avec la presbytie, on a dans les pharmacies ou dans les supermarchés des lunettes qui sont des loupes.
hein, simplement. Ouais, ouais. Bon, bah là, c'est pas simplement des amplificateurs, Non. mais c'est en plus des processeurs qui sont véritablement capables Ouais. de trier les bruits Ouais. et de faire ressortir ceux qui sont importants pour vous, c'est ça? Voilà. Donc, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a utilisé ce qu'on appelle des microphones directionnels. Et ça, c'est une technologie qui permet de focaliser sur l'interlocuteur en face. Donc, ça apporte une meilleure compréhension de l'interlocuteur en face. En revanche, j'entends moins bien les personnes qui sont de côté. Donc, ce n'est pas très pratique à table dans un restaurant lorsqu'on est 4, 5, 6 personnes. Maintenant, grâce à la capacité de calcul du processeur numérique dans les dernières générations de produits, nous arrivons à filtrer plusieurs voix en même temps du brouhaha autour. Et donc ça va permettre à la personne de participer dans la conversation à table, même si il y a plusieurs qui participent à la discussion. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on va aller vite dans les questions. Donc, les innovations, c'est la miniaturisation, ça, on l'a vu. Le processeur qui permet donc d'identifier les sons, et puis la connectivité. La connectivité aussi, puisque l'appareil se connecte sur mon iPhone et donc transforme mon iPhone en télécommande. Je peux faire plus fort, moins fort, je peux changer de programme, etc. Également, les appareils se connectent et se transforment en casque, donc je reçois le son de l'appel direct dans les deux oreilles, donc ce qui favorise aussi la compréhension. Et finalement... Ça, c'est quand on reçoit un appel téléphonique. Un appel téléphonique, oui. Ou bien, lorsqu'on regarde la télévision, on peut connecter une petite boîte sur la télévision qui transmet les sons de la télévision direct sur les deux. Donc, on rappelle que c'est très, très important hein, de faire quelque chose et de s'appareiller parce que c'est véritablement lutter contre l'isolement, mais aussi lutter contre les dangers de la vie quotidienne. Quand on conduit, si on n'entend pas les autres arriver, ou quand on est piéton, si on n'entend pas les autres arriver, c'est un vrai problème. Ouais. Donc c'est important de s'appareiller, hein, c'est ça? Voilà. Alors, ce qu'on va nous objecter souvent, c'est le prix hein, de ces appareils. Ils sont encore chers. Ça va évoluer, ça, le prix, avec il y a 7 millions de personnes qui souffrent de presbyacousie, donc on suppose que le marché va augmenter, donc les prix vont diminuer, non? Les prix déjà se trouvent dans une fourchette entre 1 500 € et 400 000 € pour 2 appareils, parce qu'en général, il faut s'appareiller avec 2 appareils. Hein. Et on bénéficie d'un remboursement de la sécurité sociale de 120 € par appareil. Et puis après, il y a la complémentaire. Les complémentaires remboursent en moyenne dans les 400 € par appareil. Ce qui est important de rappeler, c'est que dans le prix de l'appareil, il y a tout l'aspect réglage et suivi de l'appareil fait par les audioprothésistes. Exactement. Vraiment, on a vraiment 30 secondes. L'important, c'est de l'audioprothésiste, c'est-à-dire que l'appareil qu'on vous donne, c'est comme une Ferrari, mais si moi j'ai une Ferrari, ou si c'est Nicky Rosberg qui a une Ferrari, il ira 2 fois plus vite que moi. Là, pour les appareils, c'est pareil. Le même appareil, pareil. Un bon audioprothésiste sera 2 fois mieux que s'il est vendu comme ça, un petit peu à la sauvette. Je vous remercie tous les deux, hein, c'était très rapide et il y avait beaucoup de choses à dire sur l'audition. Je rappelle le titre de votre livre, Bien vivre en étant malentendant. Merci à tous et portez-vous bien.